Ah oui. Il faut le lire le deuxième soir. Ouais. On a une autre sensibilité. Tout à fait. Des mots. Quoi. Tout à fait. J'ai Oui, relu oui, oui. le dernier là. Voilà. Ouais. Ça vaut le coup de le relire. Ah, Deuxième énorme, fois. énorme. Parce qu'il y a des choses qui nous échappent dès la première lecture, alors il faut relire le chapitre. Tout à fait vrai. C'est intéressant. Alors toi, tu as la, voilà un Bernésien parfait. Qui a tout, le complexe de Dieu en première édition, alors qui était bien en fait 2012, je pense. Il faut savoir que le complexe de Dieu, c'est une variante de sa thèse de philo. C'était même plus avant, hein, 2000. 2009. Ah ben c'est celui-là, c'est 99, ça c'est le complexe de Dieu, autant pour moi, oui. Et ça c'est 2008 celui-là. Oui, beaucoup plus récent que 2012, même, tu vois. Autant pour moi. 1999. Oui, le complexe de Dieu, ça c'est la... de sa thèse, voilà. C'est sa thèse. Au-delà du désespoir, bah oui, ça aussi, l'Armatan, 2005. 2005. Oui, la trilogie, là, comme tu as dit, hein, en quelque sorte, complexe de Dieu, au-delà du désespoir, et la cinquième cavalière. Alors Kierkegaard, oui, ça l'a tenu pendant longtemps. Ça a été un... Et Nietzsche, oui. C'est de l'existentialisme, avec de gros guillemets, quelque part. Hein, les détours de l'amour, aussi. Ça, c'est 2014. Voilà. Donc on n'a pas tout fait le tour. Donc, ça, ce sont les tiens, je crois, les... Alors les détours de l'amour, moi je lui avais proposé, tu devrais mettre simplement détours de l'amour. Et alors il m'a dit, oui, il y a encore le temps, je vais en parler à mon éditeur, et son éditeur lui a dit, surtout pas. Mais les éditeurs, ils ont des raisons. Ah oui, la oui, raison, c'est eux les patrons. Voilà. Oui. Le complexe de Dieu aussi, c'est une invention de son éditeur à l'époque. Hein, mais oui, c'était pas mal comme choix d'ailleurs. Hein. Les éditeurs, oui, ils ont souvent des idées un peu comme ça, moitié pas commerciales au sens proprement commercial, mais peut-être d'appel. Il semble qu'il y a certaines idées qu'il faut souligner le fameux l'échec sublime de Nietzsche. Bon, on aurait pu dire si la vérité était femme, ça se suffisait à soi-même. Mais c'est vrai que de rajouter échec sublime de Nietzsche, ça... Et il a bien fait, puisque moi, inculte comme je suis, je ne savais même pas la vérité était femme, ça m'avait toujours parlé. Moi, j'avais toujours dit la vérité est femme, il n'y a même pas. Et je ne savais même pas que c'était chez Nietzsche, tu vois. Oui. Non, mais voilà. C'est quand même quelqu'un qui a mis à jour des choses très intéressantes dans beaucoup de domaines. Moi, je l'ai souvent comparé un peu, enfin, toutes choses comparables, je voyais beaucoup de similitudes avec Sautet. Sautet qui avait lancé les cafés philo dans les années 90. Et il était très attaché à Sautet, ça l'a inspiré d'ailleurs, je pense. Jean-Luc a démarré aussi dans ces mêmes années ses propres cafés philo, ses propres activités, mais à sa façon. Mais même physiquement, ils avaient des traits un peu communs. Et une chose qui m'a beaucoup touché, c'est que justement, Sautet était on ne peut pas dire non plus que Sautet était un philosophe au sens académique du terme. Il n'y a pas d'ouvrage de réflexion ou d'analyse incroyable. Hein. Un café pour Socrate, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Mais il faisait de la philosophie, je dirais, très spontanée, très directe, et une réflexion qui s'adresse vraiment à tout le monde, mais qui pourtant avait de la profondeur et de l'actualité. Et c'est ça qui était intéressant. Et Sautet, malgré tout, il a changé les choses. Hein, pas simplement dans le Gotha parisien, mais dans la pensée en général. Il a vraiment apporté quelque chose de nouveau. Il a tracé des routes nouvelles
dans laquelle beaucoup de gens sont engouffrés, pas seulement le café de comptoir, hein, mais beaucoup d'autres choses. Et je pense que Jean-Luc, c'est encore trop tôt pour le dire, c'était son passage, je dirais, bref, dans un certain sens. Il n'y a peut-être pas eu l'audience d'un Sautet quelque part, mais je pense qu'il a créé des choses et on va voir un peu ce que ça va faire, les vagues que ça va créer. Et ils sont morts au même âge. Et ils sont morts au même âge, oui, et subitement. Hein, Sautet est mort à la cinquantaine d'une tumeur au cerveau, foudroyante. Hein, et c'est pareil, je pense que c'était quelqu'un de pressé, Sautet. Hein, il avait aussi très vite, il avait quelque chose en lui, hein, qu'il cherchait à transmettre. C'était des gens inspirés par quelque chose et qui sentaient qu'ils avaient un temps donné, on a l'impression. Hein, c'est assez curieux. Et j'espère que comme Sautet, on se rappellera beaucoup de Jean-Luc Berlet, avec tout l'intérêt qu'il a apporté dans la pratique de la philosophie et dans la réflexion en général de la philosophie. Parce que c'est pas pour mésestimer le côté universitaire ou la pensée académique qui est vitale, qui a son importance, mais c'est important qu'il y ait des novateurs comme ça qui aient réussi à s'échapper de ces carcans quelque part et de ne pas avoir peur de créer, de remuer un petit peu tout ça, quoi. Surtout le créateur du café Tao, parce que c'est quand même unique. Jean-Luc Berlet, moi je connais tout le monde depuis 25 ans, c'est le seul animateur qui est vraiment zen, comme disait Laurent tout à l'heure, c'est extraordinaire. Et c'est le seul. Hein. Et donc il y a quelque chose d'oriental. Et ce mix entre les pensées orientales et occidentales, c'est vraiment très intéressant parce que nous, on est quand même très bornés, fermés, nord-occidental. Et Jean-Luc était le seul à faire ça. Et dans les années 2000, là, quand il a commencé le concept du café Tao, il y avait des tentatives de récupération. Parce que Génération Tao, Manicotte, moi je connais très bien l'histoire, hein. Quand il a commencé avec Manicotte, l'idée du café Tao était la sienne au départ, et Manicotte, qui était le rédacteur de Génération Tao, j'ai perdu le nom d'ailleurs du directeur de Génération Tao, qui était très impliqué